Bonjour à tous, mon nom est Clémence et vous êtes à l'écoute du balado de Ça marche doc. Nous sommes un organisme dont la mission est d'inciter au verdissement urbain et à la mobilité durable pour protéger la santé physique et mentale de la population, lutter contre les changements climatiques et ainsi diminuer les coûts en santé. Ce printemps, nous vous offrons une série de balados portant sur différents sujets ayant un lien avec la santé, l'aménagement et l'environnement. Cette semaine, en plus de 2 courtes chroniques faites par Isabelle Vaillancourt, directrice de Ça marche doc, et moi-même, nous vous présentons une discussion entre Pierre Lavoie, fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie, et Paul Poirier, cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, une discussion sur la place de la prévention en santé au Québec. Qu'on n'a pas un ministère de la Santé puis qu'on a un ministère de la Maladie, puis que dans la vie, tu peux avoir des résultats ou des excuses, mais jamais les deux. Exactement. Donc, moi, je crois à la prévention, beaucoup plus qu'au curatif. Donc, la prévention donne des gains incroyables qui fait en sorte que tu peux éliminer bien des problèmes à la base par des comportements qui fait en sorte que tu auras toujours besoin de te faire soigner un jour, mais le plus tard possible. Donc, le corps, je dis toujours aux gens, votre corps, c'est votre véhicule d'expression. Il va toujours bien vous servir. Il va vous servir à voyager, à travailler, à avoir des enfants, à avoir beaucoup de plaisir dans la vie. Mais tu dois t'en occuper. C'est ta responsabilité. Puis vu qu'on n'a pas habitué les gens à ça, on a dit, quand tu seras malade, on a un super système de santé qui va guérir. Quand tes enfants iront à l'école, on va s'occuper de leur éducation. Donc, on a désengagé les gens avec leurs responsabilités. Et aujourd'hui, on se ramasse que c'est l'État-providence qui s'occupe de tout. Et là, maintenant, on se rend compte que ce système qu'on a voulu universel pour tous, bien là, il n'y aura plus de pérennité. Il est en très grand danger. Puis il faut le sauver, il faut le préserver. Puis la seule façon d'avoir un système de santé durable, Paul, là, c'est d'intégrer maintenant la prévention. Puis là, c'est écrit dans le ciel. Écoute, Pierre, c'est de la musique à mes oreilles, mais je dois t'avouer que moi, je suis peut-être plus à l'autre bout, là. Je ramasse des gens qui ont fait les mauvais choix tout le long de leur vie. Puis des fois, j'ai l'impression que je baisse les bras moi-même parce que les comportements, tu veux changer les comportements, c'est vraiment ce qui est le plus difficile. Ouais. Et des fois, pour changer les comportements, puis tu le sais comme moi, il faut être un petit peu coercitif parce que entre le choix de la facilité puis le choix de se donner une volée ou de dépasser ses limites puis de sortir de son corps et de sable, comme tu le dis si bien, mais les gens vont rester dans leur petit confort de leur pantoufle. Et ça a pris ça pour que les gens portent la ceinture de sécurité. Parce que tes parents savaient très bien que ce n'était pas une bonne idée de passer à travers le pare-brise s'ils ne portaient pas les ceintures, mais comme il n'y avait pas de conséquences, à part pour leur propre santé, puis c'était pas grave, ils ne portaient pas la ceinture. À ce temps qu'il y a des contraventions, ça change. Le casse en vélo, c'est la même chose. Alors, j'ai beaucoup de difficultés, parce que je ne suis pas un comportementaliste, je suis juste un cardiologue. Le comportement humain, là, c'est pas évident, Pierre. Mais Paul, toi, tu étais à la fin de la chaîne, OK, non? Moi, je crois beaucoup au début de la chaîne. Donc, je ne peux pas imposer à une personne qui n'a pas reçu dans son éducation un mode de vie sain. Donc, moi, je ne l'ai jamais su. Mes parents ne m'ont jamais dit, Pierre, il faut que tu bouges à tous les jours. Ce que je veux dire, c'est que donc, tu dois préparer les prochaines générations à avoir des comportements pour leur santé. Et ça ne se fait pas dans une approche qu'on a actuellement. Le problème, c'est qu'au Québec, à la base, l'approche de l'activité physique est axée sur la performance, est axée sur le Canadien de Montréal qui remporte des médailles ou les Olympiens qui remportent des médailles. Puis rapidement, on met en place dans nos écoles des systèmes de mesure, d'évaluation et de comparaison. Donc, on perd 73 de nos jeunes qui arrêtent de faire du sport entre le secondaire 1 et le secondaire 3. Pourquoi? C'est très facile à comprendre. Dès le secondaire 1, il y a des enjeux de bannières dans une école. On veut avoir des bannières du RSEQ, on veut les accrocher à notre gymnase, on se valorise par les bannières. Et bien entendu, ces bannières qui arrivent beaucoup trop tôt, puisque moi, j'ai un consensus, là, que si on pourrait tous s'entendre à 14 ans, pas avant 14 ans, laissez-nous développer les compétences des jeunes en littératie physique avant de les spécialiser. Donc, quand on les spécialise tôt, tu ramasses le talent. Et là, ce que tu fais, c'est que tu mets des structures d'exclusion pour être capable de décrocher la bannière. Donc, dans une école, plus il y aura de bannières dans une école, moins il y aura d'élèves qui bougent dans l'école. Parce que derrière chaque bannière, il y a eu de l'exclusion. Donc, on oriente l'activité physique vers la performance dès le secondaire 1. Ça veut dire que le jeune rentre dans un système qui n'avait pas prévu. Lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir du plaisir avec ses amis en faisant du sport. Excuse, c'est pas ça. Nous, on est en compétition contre l'école privée, contre l'école publique, et on se valorise par le nombre de bannières dans le gymnase. Qui fait en sorte que les jeunes rentrent dans un système que la jeune fille, dès le secondaire 1, où est allée en volleyball avec ses amis, plaisir ami, qui est très attrayant pour les jeunes, ben, elle va se faire bencher toute la fin de semaine parce que durant l'entraînement, il manquait le service une fois sur deux. Donc, l'entraîneur ne prend aucune chance
Quand arrive son tour, elle tourne les points et l'arbitre siffle et elle sortira dans une grande humiliation, en plus en se tournant et en montrant son numéro. Et il ira s'asseoir sur le banc. Sa confiance en elle aura diminué, son estime de elle aura diminué, puis elle n'a plus de plaisir. Elle demandera ensuite à ses parents, est-ce que je pourrais essayer le basketball? J'ai d'autres amis qui font du basketball. Elle ira au basketball, ce sera le même système. Finalement, il fera une troisième tentative. Maman, j'aimerais ça faire du soccer. J'ai des amis en soccer, ce sera le même système. Finalement, il finira, avant la fin de l'année, avec son téléphone sur l'heure du midi sédentaire, dans ce monde virtuel. Qu'est-ce qui l'a mis inactif? Le système qui était pressé de développer des athlètes pour être en mesure de bien paraître et de nourrir ces fédérations qui, eux, s'ils ne gagnent pas de médaille aux Jeux olympiques, vont se recouper 50 % de leur budget par le gouvernement canadien, le COC, parce que tout ce qu'on veut, c'est bien paraître à l'international. D'ailleurs, le modèle que je vous parle, c'est le modèle américain qui est suivi par le Canada. Axé sur l'exclusion, trouve-moi les meilleurs, on les concentre et on sort une médaille. Puis on fait un show, un gros show à Las Vegas là-dessus là, pour montrer qu'on est wow, les Américains. Les Américains ont gagné 132 médailles aux Jeux de Rio, mais c'est également la société la plus obèse au monde. Donc, c'est une des pires sociétés dans le monde. Puis nous, on continue à imiter ce modèle-là. Moi, je rêve d'un modèle québécois, d'un état généraux sur les sports, où dès le départ, on bouge, comme je disais tout à l'heure, pour maintenir mon corps en santé. Et les études nous le démontrent, quand un jeune, avant 14 ans, est en présence de plusieurs sports, donc on développe des compétences plutôt que de développer de la performance, 84 % de ces jeunes restent actifs toute leur vie. Et quand on développe de la performance, après le secondaire 5, tous ceux qui ont fait un parcours sport-études, monosport, 50 % de ces jeunes ne feront plus jamais aucun sport de leur vie. Les plus grands décrocheurs du sport, ce sont le sport-études. Et ces jeunes-là, et Paul, ces jeunes-là, pour qu'ils puissent se développer, en plus, tu as brimé 80 % des jeunes qui n'aiment pas le sport parce qu'on les a mesurés, évalués, comparés. Puis dans ceux que tu as réussi à faire monter, 50 % abandonnent. Il te restera 10 % des jeunes qui bougent à 20 ans. Bienvenue dans le système québécois. Non, mais ça, je suis d'accord, mais il y a tellement de choses que les gens mettent en confrontation, OK? Puis je vais faire mon point là-dessus. Je ne crois pas que tu peux... Puis je crois beaucoup au modèle scandinave, comme tu sais que finalement, ils ne font pas de sport unique, de sport-études avant 16-17 ans. D'ailleurs, ils développent des joueurs de hockey qui savent jouer au basket, qui savent jouer au volley, qui font de l'athlétisme. Exactement. Je parlais de ça pas plus tard qu'hier avec mon physiothérapeute. Et l'équipe de basketball féminine canadienne, ces filles-là, jusqu'à secondaire 5, fait jouer au basket l'hiver et faisaient de l'athlétisme l'été et du soccer. Et c'est des athlètes qui n'ont pas de grosses blessures. Mais je ne crois pas qu'il faut faire une confrontation entre le sport d'élite et le sport de masse, comme on ne doit pas faire de confrontation entre la prévention et le curatif. C'est des modèles qui doivent être communicants parce que, donner un exemple, si on n'avait pas Alex Harvey, tu n'aurais pas de petits bouts de chou à 5-6 ans qui feraient du ski de fond avec leurs parents. Mais de là à dire, il faut que tu commences à 5 ans pour devenir un Alex Harvey, là, il y a une marge. Et voilà. Il y a une marge. Paul, je vais juste faire une petite parenthèse. La confrontation, elle n'est pas bonne, mais quand la population se fait biaiser un peu puis oriente seulement sur une voie, les deux doivent cohabiter. Et présentement, la seule offre que tu as, c'est la performance. Parce qu'on vit, n'oublie pas, dans le modèle américain, là, au Québec. Là, donc, c'est pour ça que moi, j'essaie de m'en dissocier. D'ailleurs, le meilleur fondeur au monde, là, il s'appelle Jonas Klibo. C'est un joueur de soccer. Les 14 médailles que le Canada a remportées aux Jeux de Vancouver, les 14 médailles d'or, 13 des 14, c'était des sports que les jeunes ne faisaient pas quand ils étaient tout petits. On l'a démontré scientifiquement que la spécialisation, ça avait des grands désavantages, mais c'est pas comme ça qu'on a monté le système. Le système des fédérations n'est pas monté comme ça. Jamais qu'ils vont prêter un athlète. Ils trouvent qu'ils perdent un membre ou ils vont se faire couper. Mais des sports de transition, comme le soccer, comme le baseball, toutes des affaires qui sont sous-financées parce que finalement, ça ne rapporte pas de médaille. Non, mais c'est exactement le problème. C'est l'environnement. Puis, tu sais, écoute, c'est bien beau. Là. Moi, j'ai coaché dans un école, puis, tu sais, il y en a qui me connaissent. Là, j'ai coaché dans une école secondaire pendant 10 ans bénévole pour avoir donné au suivant. Puis, c'était les mêmes gymnases que moi quand j'ai été dans cette école-là dans les années 70. Là, on a un problème d'infrastructure. On a embarqué dans les écoles. Mais Paul, je vais revenir, OK, puis terminer là-dessus. C'est que les gens qui sont malades aujourd'hui, qui se traitent, c'est pas de leur faute. Parce qu'ils n'ont pas reçu leur éducation. Donc, il faut respecter ça. Mais il faut arrêter de faire entrer des gens trop tôt dans le système de santé. Donc, question d'être comme les Scandinaves, où on retarde, bien entendu, la rentrée dans le système de santé. On ira tous un jour. Mais il faut y aller le plus tard possible. C'est la seule façon d'enlever une pression sur le système, c'est de rentrer le plus tard possible dans le système. Et ça passe par des modes de vie sains. Et bien entendu, des données probantes et des tests. Donc, comment je reformate tout le système? Je commence très tôt.
Au primaire, au Québec, c'est réglé. Là, on est un modèle mondial. Mondial, là, à travers le monde, là, tu ne peux pas être mieux que ça. Là. Tu me dirais, Pierre, y a-t-il des choses à ajouter au primaire? Non. Ils font la job, là, je leur donne 100% de leur examen. Quand arrive au secondaire, c'est là que le bas blesse. Puis finalement, ceux qui se ramassent avec le problème, c'est au cégep, où il ne reste plus personne qui bouge. Le jeune âge, il faut que je fasse l'éducation physique parce que je veux avoir ma cotère. Il est même obligé de le faire. Mais tu sais, c'est du n'importe quoi. Il faut changer ce modèle-là. Les nouvelles générations arriveront parce que le système de santé de lui-même sera insoutenable. Et là, maintenant, on se tournera vers la prévention. Ces générations-là ont été éduquées, prendront le contrôle et tout doucement, on assistera à des changements comportementaux. Puis il y aura toujours des exceptions. Mais ça va arriver au Québec, selon moi, parce qu'on est capable au Québec de se démarquer par rapport au Canada et aux États-Unis, puis d'imiter ces modèles qui nous ressemblent un peu, les modèles scandinaves, qui sont un peu plus socialistes, beaucoup plus santé humaine. Puis on est capable de faire notre propre modèle. On a assez de leviers politiques au Québec pour se dissocier du Canada puis faire notre propre modèle au niveau de l'approche santé. Pas en confrontation, mais il faut se dire les vraies affaires. On ne score pas. Là. Maintenant, comment on peut être meilleur en santé publique et aussi très bon à gagner des médailles? On peut avoir les deux, comme les pays scandinaves. T'sais. Il faut avoir les deux. Ah ben oui. Choix. Mais le problème, c'est que la prévention, puis tu le sais très bien, une fois que tu mets 1 pièce en prévention, tu sauves 6 pièces en curatif. Ouais. Mais tu comprends qu'il y a des choses qu'il faut rendre obligatoires, dissuasives. La taxe. Paul, attends un peu. Je t'ai laissé parler, c'est à mon tour. Là. Attends un peu. La taxe sur le tabac, elle a servi. Tu comprends? Elle a servi à un côté dissuasif. Puis moi, je vais te parler d'un autre modèle qui est complètement pété, qui est de la prévention obligatoire en respirant de l'air frais. Okay? Pour vivre, tu as besoin de respirer, tu comprends-tu? Mais là, si tu fais de l'exercice dehors, sur du béton, puis c'est pollué au coton, tu respires ce que tu as là. Si on est capable d'introduire dans ce modèle-là un environnement sécuritaire, protecteur, avec des arbres, des parcs, des places pour aller marcher puis courir, ça, c'est de la prévention obligatoire. Les gens, ça n'apercevront même pas. Okay. Et le coût que ça coûte, ça, tu sauves 6 fois les coûts de santé. C'est maintenant l'heure de découvrir un nouveau sentier de marche avec Isabelle Vaillancourt. Cette semaine, je vous propose une découverte qui est assez originale, le parc nature du domaine Taschereau, qui est situé au cœur de la ville de Sainte-Marie-en-Beauce. Puis le parc a un slogan qui est assez intriguant. Il se lit comme suit. « Bienvenue au parc écologique le plus inondable au Québec ». Pourquoi le parc le plus inondable? Eh bien, simplement parce que le secteur est reconnu pour ses inondations en lien avec la rivière Chaudière. Et le domaine Taschereau, il est le premier secteur submergé par les crues en zone urbaine. Donc, il n'est pas rare de voir au printemps ou quand il y a des grandes crues, de voir le sol puis une partie de la végétation du domaine Taschereau disparaître sous plusieurs mètres d'eau. On parle jusqu'à 4 mètres dans un certain secteur. Malgré tout, là, n'ayez crainte, le secteur et le parc sont faits pour ça. Le site, c'est un endroit idéal pour la marche et il y a plusieurs points de vue qui sont intéressants, dont entre autres là, un 360 degrés dans le secteur de l'éco-refuge des Jardins. Il y a aussi une passerelle aérienne qui est érigée à 5 mètres de hauteur et ça représente la hauteur des inondations de la Chaudière. L'endroit est vraiment facile d'accès, il y a du stationnement puis aussi plusieurs commodités. J'aurais pu aussi vous parler du site qui est riche en histoire et en patrimoine, mais ça, ce sera pour une autre fois. Alors, bonne semaine tout le monde, lâchez pas, à bientôt! Nous en sommes maintenant à ma propre chronique et aujourd'hui, je vous donne des trucs pour intégrer la marche à notre quotidien. Si vous écoutez ce balado, c'est probablement parce que vous marchez déjà un peu, mais voici quelques trucs pour y aller encore plus souvent. Mon premier truc est celui de vous mettre à la marche utilitaire. Lorsque cela est possible, faites vos commissions à pied. C'est plus facile à faire lorsqu'on habite en ville, mais même en banlieue, c'est possible de l'intégrer à notre routine, comme en allant chercher la poste à pied. Il ne faut pas non plus minimiser la marche que l'on fait lorsqu'on prend les transports en commun. Contrairement à la voiture, lorsque l'on emprunte le transport en commun, nous devons marcher pour nous rendre à l'arrêt d'autobus. Donc en priorisant le transport en commun, on priorise la marche. Sinon, pour vous motiver à marcher plus souvent, on peut se faire un horaire. Bien sûr, à sa marche doc, on vous encourage à marcher les samedis matins, mais faites-vous un horaire pour les autres journées de la semaine.
Finalement, vous pouvez aussi bien sûr prévoir vos marches avec quelqu'un d'autre. Avoir un partenaire de marche nous garantit que même si nous avons moins de motivation une journée en particulier, nous allons tout de même sortir nous promener pour accompagner notre partenaire. C'est déjà presque la fin de la balado-diffusion. N'oubliez pas de nous envoyer une photo, vidéo ou commentaire sur votre marche afin de participer au tirage des prix de présence. Ça fait maintenant environ 15 minutes que vous marchez, soit l'équivalent d'environ 1500 pas. Si vous marchez 15 minutes de plus, vous en serez à 3000 pas et il ne vous en restera plus que 7000 afin d'atteindre l'objectif de 10 000 pas conseillé par les médecins. N'oubliez pas d'aller faire de l'activité physique pendant le reste de la semaine, idéalement en atteignant 30 minutes d'activité physique 5 fois dans la semaine. À la semaine prochaine!